quand il y a un cas, quelqu'un l'attrape. Là, si on l'attrape, on veut que notre conjoint le sache, nos enfants le sachent. Si on a vu notre frère, notre sœur, des amis, on veut qu'ils le sachent parce qu'ils sont peut-être contaminés, puis ils peuvent propager, puis ils veulent pas le faire. Donc, on se met à appeler tout le monde. Comme employeur, si j'ai un employé, moi, qui arrive au bureau, puis qui a croisé un autre employé chez mon client, puis ensuite il est venu au bureau, il a peut-être contaminé d'autres mondes au bureau. Donc là, je veux qu'il le sache, il faut que j'avise à la santé publique. Donc, moi, comme employeur, j'ai une responsabilité de m'assurer que tous ceux qui ont pu être en contact, on va prendre des procédures pour leur permettre de s'isoler. Mais la santé publique doit faire la même chose. Donc, c'est pas si simple de faire ça à mitaine, là. Faire ça manuellement, là, c'est très, très long. Retrouver tous les numéros de téléphone, communiquer avec tout le monde, qui a vu qui, etc. Donc, c'est pour ça que les gouvernements à peu près partout dans le monde veulent utiliser des applications pour essayer d'aider à tracer qui a vu qui, puis nous aviser pour qu'on puisse s'auto-isoler, pour qu'on puisse gérer, dans le fond, les risques qu'on peut présenter pour les autres. Puis aussi à faire le suivi. Si la santé publique réalise que dans cette région-là, il y a plus de cas, bien, peut-être qu'on va avoir des procédures de confinement un peu plus sérieuses dans ce coup-là, mais moins là, puis qu'on va être capable de prendre des décisions pour mieux maîtriser la propagation de la pandémie. Mais surtout, on a isolé des gens comme ma maman. Ma mère a eu 85 ans la semaine dernière. Donc, pendant presque 2 mois, elle a été, elle dit, enfermée. Tout à fait, oui. Donc, si elle reste complètement isolée pendant 2 mois, pendant 12 mois, pendant 24 mois, parce qu'on a choisi qu'on ne voulait pas qu'elle prenne de risques, qu'est-ce qui va arriver à ma mère? Donc, les personnes âgées, ils devraient être à même de faire leur propre choix. Si elles veulent prendre des risques, ma mère préférait prendre le risque de l'attraper. Elle ne voudrait pas le propager. Mais elle souhaiterait avoir une application pour être capable de retrouver sa liberté. Elle a sa voiture, elle conduit, elle peut faire plein de choses, elle vient nous voir. En mettant des masques, en prenant les mesures de distanciation physique, mais elle ne s'imagine pas rester enfermée pendant 2 ans. Donc, c'est un outil aussi pour retrouver notre liberté. Donc, il faut faire les bons compromis entre les libertés personnelles, puis peut-être que à peu près tout le monde, on le constate, là, chez nous, en tout cas, voudrait partager un peu plus d'informations pour être capable de se protéger et protéger les autres. Oui, en même temps, il y a évidemment la question des renseignements personnels qu'on ne veut pas qu'ils soient dispersés à travers la planète et à travers l'univers. Et puis, dans votre lettre, vous dites aussi qu'il est impératif donc de créer un encadrement qui pourrait justement savoir qu'est-ce qui est pertinent de partager, qu'est-ce qui n'est pas pertinent de partager, puis avec qui on veut le partager. Donc, quel type d'encadrement serait souhaitable, disons, pour un pays comme le Canada? On a des gens au fédéral, dans toutes les provinces, qui regardent ce type de choses. Donc, on espère que si le gouvernement va de l'avant avec une application, ils vont regarder ces choses-là. Ensuite, c'est bien beau de regarder l'impact sur la vie privée, mais c'est tout l'environnement dans lequel, comment on va gouverner l'usage de cette application? Qui va s'assurer que, dans le fond, on dit qu'on va faire ça, mais c'est vraiment ça que l'on fait? Donc, quelque part, quand on met ça en vigueur, en application, tu voudrais avoir des gens de la société civile, tu voudrais avoir des chercheurs, tu voudrais avoir des gens de commissaires à la vie privée qui supervisent ce que l'on en fait, puis qu'on fait bien ce qu'on a dit qu'on en ferait. Puis quand on n'aura plus besoin, ben qu'on arrête peut-être de l'utiliser. Donc, il y a des questions à se poser. Ça nécessite une forme de gouvernance qui est différente. Tu n'as plus besoin de ton avocat, de ton comptable, etc. C'est pas des états financiers qu'on regarde, là. C'est la vie des gens, c'est la liberté, c'est les informations de santé. Au niveau des gouvernements pour protéger la population, les entreprises qui vont choisir, moi, je vais dire, bon, ben, j'aimerais ça, dans le fond, que mes employés utilisent cette application-là, parce que ça va m'être utile, parce qu'ils vont pouvoir, eux autres, décider, ben, je viens pas travailler, je peux travailler de la maison, parce que je suis rouge ou je suis jaune, puis je suis un risque. Ils vont dire, c'est beau. Donc, ça peut nous être utile. Sinon, on doit se donner des moyens, nous, pour suivre nos cas au bureau. Donc, on va devoir demander à nos gens, est-ce que tu as quelqu'un à la maison qui a la COVID? Est-ce que tu as des symptômes? Puis si tu n'as pas ça, tu peux rentrer. Donc, si je fais signer une déclaration tous les matins, ça peut être long. Je peux utiliser une app, je peux développer mes propres apps. Il y a une prolifération d'applications qui sont développées par le secteur privé pour gérer qui je laisse rentrer dans le commerce ou dans le bureau ou au travail. Donc, il y a des choses qui se font manuellement, mais on peut vraiment simplifier la vie s'il y a des bons outils puis
qui font l'objet d'une gouvernance, qui sont développées par des gens de confiance, puis que l'État a regardé que c'est bien fait. C'est clair que ce qui est bien dans un pays, c'est différent de ce qui est bien dans un autre. Hein? On peut voir comment la Chine a utilisé, puis comment c'était obligé, versus un pays comme ici, probablement qu'on va suggérer, puis que les gens vont avoir envie de le faire, puis qu'on va fortement encourager pour avoir le 60 pour que ça soit vraiment utile pour redonner de la liberté à des gens comme ma maman. Les États-Unis, on a vu qu'ils ont relâché leur réglementation en matière de protection de la vie privée pour permettre d'utiliser un petit peu plus dans certains États. Donc, chaque pays va avoir ses standards un peu différents, mais ça serait intéressant qu'il y ait des minimums pour qu'on puisse, le jour où j'ai envie de retourner en Europe ou quelque chose comme ça, qu'il y ait des standards minimums entre gouvernements pour qu'on puisse retrouver une certaine liberté dans les déplacements internationaux également. Puis si je décide d'y aller en Chine, puis je sais qu'ils font toutes sortes d'affaires que je veux pas qu'ils fassent avec mes informations, ben je vais prendre un autre téléphone, puis ça sera pas complètement connecté avec ce que je fais ici, puis je ferai le choix d'y aller quand même, parce que je sais que c'est pour me protéger et j'accepte le fait qu'ils le font à leur manière, mais j'aurais pas envie qu'on le fasse comme ça ici. J'avais une dernière question pour vous. Nous savons au Canada, la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, est-ce qu'elle fonctionnerait dans le sens que quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses dans ce contexte-là actuel, vous diriez? Ben, je pense que tout le monde est au courant qu'il y a des initiatives en cours pour la mettre à niveau. Et ceux qui utilisent cette loi, c'est des gens qui sont au fait de ça, qui sont au cœur de ces conversations. Donc, quand ils font, j'ai confiance que ces gens-là qui vont faire une évaluation de l'impact sur la protection de la vie privée vont considérer notre loi, mais vont considérer les requis également dans un monde où il y a de l'intelligence artificielle et dans un monde où on est en train d'essayer de sauver des vies et puis de redonner de la liberté aux individus. Donc, il y a la loi, et puis il y a les gens qui vont être assis à la table pour réfléchir à comment on va faire les choses, qui représentent des gens qui réfléchissent à ces choses-là et qui vont amener, dans le fond, il y a une mise à niveau, on le sait, on travaille là-dessus, on travaillait là-dessus au fédéral, dans les provinces, avant la COVID. Donc, les gens savent ce qui se passe et vont être capables d'utiliser. On a des gens intelligents en place, là. Donc, j'ose espérer qu'ils vont, je suis convaincue, en fait, qu'ils vont faire les bonnes décisions pour nous. S'ils nous recommandent une application, je suis convaincue qu'ils vont avoir considéré les bonnes préoccupations. Anne-Marie Houbert, présidente de l'Institut de la technologie pour l'humain, qui fait partie, si je comprends bien, de la Fondation de la technologie pour l'humain, qui est basée à Paris. Donc, merci d'avoir accepté cette entrevue pour Radio-Canada International. Votre institut, l'Institut dont vous êtes présidente, est basé ici à Montréal, si je ne me trompe pas. Exactement. Puis à Paris, ça s'appelle Human Technology Foundation. Au Québec, on y a de l'autre francophone. Bon, donc on va garder le nom en français pour nous. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté, Madame Hubert. Avec grand plaisir. À la Bonne prochaine. journée à vous. Au revoir. Au revoir.